Alors sur le neuf, je pense qu'on a encore une fenêtre de tir, là, mais qui va bientôt, et je t'avoue que ça m'inquiète, hein, qui va bientôt se refermer, c'est sûr. Parce que, alors là, on est encore sur du Pinel avec les avantages fiscaux, donc plein pot jusqu'à la fin de l'année, et avec des prix d'avant, j'allais dire, parce qu'on est déjà sur stock existant. Voilà, sur le stock existant aujourd'hui, on est sur des prix d'avant-crise, d'avant-inflation, donc avec des budgets qui ont été validés, qui ont été verrouillés avec des entreprises, etc. Donc là, je pense que, enfin, pour ceux qui s'y intéressent et qui regardent un peu les trucs, vraiment, je serais tenté de dire, allez-y maintenant. Surtout que les taux augmentent. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Donc dans cet épisode, on va donner énormément d'informations, on va parler d'immobilier, on va faire un point un petit peu sur la conjoncture actuelle de l'immobilier. Donc je suis ravi de recevoir Stéphane Descartiers. Bonjour Johan. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Super, et toi ? Super, c'est hyper intéressant puisqu'on a échangé sur LinkedIn ensemble. Et l'idée, moi je te propose dans un premier temps de te présenter, de présenter aussi ta société que tu as fondée. Voilà, le prend pas mal, mais il y a quelques années. Et je trouve intéressant parce que j'ai souvent des invités relativement jeunes qui créent des nouveaux business un peu innovants. Et là, je pense qu'on est un peu, peut-être à un tournant qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou que les jeunes investisseurs n'ont peut-être pas connu en immobilier. C'est un peu avoir ton expérience, nous dire un petit peu comment tu vois l'avenir sans... Personne n'a le bout de le cristal, mais Oui, bien sûr. Voilà, échanger un petit peu. Avec plaisir. Donc, moi, je suis dans l'immobilier depuis 35 ans déjà. J'ai été agent immobilier classique, traditionnel. J'ai développé ensuite des réseaux d'agences immobilières à la fin des années 80, au début des années 90. J'ai bossé pour des promoteurs également pendant quelques années. Et je m'étais toujours dit qu'il n'y avait pas le service pour les investisseurs en agence immobilière. Parce qu'il y a certains agents immobiliers qui acquièrent des compétences au fur et à mesure du temps pour l'investissement immobilier de façon spécifique, mais en règle générale, le négociateur immobilier moyen, il n'est pas formé pour accompagner un client investisseur dans les arbitrages qu'il a à faire, dans ses investissements, le meilleur régime, le meilleur type de produit, comment traiter fiscalement ses loyers, est-ce qu'il faut faire une SCI, une famille, enfin, ce que tu connais très bien, ce que les gestionnaires de patrimoine souvent connaissent. Ce niveau de conseil, il n'est pas présent en agence immobilière. Et donc, ça a été la raison de la création de la maison de l'investisseur. C'est-à-dire, nous sommes un réseau d'agences immobilières, donc depuis 23 ans. Nous sommes un réseau d'agences immobilières et on fait 80% de nos ventes, donc, qui sont des ventes investisseurs. C'est-à-dire du studio, du petit T2, de l'immeuble de rapport, du neuf en loi Pinel, différentes lois, etc. Mais avec cette dimension immobilière qui est très forte parce que on est avant tout des professionnels de l'immobilier. Donc pour nous, le support, c'est primordial, c'est le plus important. Donc on voit d'abord les choses, les projets avec nos clients par rapport et avant tout au prisme immobilier. Donc voilà, et on se développe. Donc depuis 23 ans, on est à Paris, à Lyon, à Lille, à Bordeaux. Et on s'est ouvert depuis quelques années à la franchise. On a déjà une agence donc en franchise de Paris 7e arrondissement, une en ouverture prochaine à Levallois, pas très loin d'ici, et puis une également en ouverture prochaine à Clermont-Ferrand. D'accord, ok. Ouais. Donc tu essaies d'avoir un petit peu un zonage... le plus large possible. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu proposes, parce qu'il y a souvent cette guéguerre ancien-neuf, donc les promoteurs vont nous expliquer que le neuf, c'est beaucoup mieux. Ouais. Des investisseurs, on parlait des investisseurs sur YouTube qui sont très dans l'ancien, vont dire que le neuf, c'est une catastrophe, il ne faut pas investir. Ce qui est bien, c'est que toi, tu vends les deux. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, tu as une sorte d'objectivité parce que tu ne vas pas privilégier l'un par rapport à l'autre. Est-ce que toi, quel est ton ressenti dans ce qu'on peut entendre que souvent on dit que le neuf est systématiquement plus cher que l'ancien ? Oui, le neuf est plus cher que l'ancien, ça incontestablement et à peu près partout. Maintenant, effectivement, il y a quand même sur le neuf, il y a moins de frais de notaire. Enfin, c'est juste les émoluments du notaire, mais qui sont de 2,5%, donc plutôt que 8-9% sur l'ancien. L'écart à peu près, toi, tu l'estimerais à quoi ? 20-30% ? Ouais, il faut pas trop dépasser les 20-25% de différence entre le neuf et l'ancien. Ouais, parce que là, tu disais déjà sur les 25, tu en récupères
6 ou 7 sur les frais de 6 notaire. ou 7, Déjà. plus quand même de toute façon le petit coût de travaux qu'on fait quasiment systématiquement. On voit nous sur les biens qu'on vend en ancien à nos clients investisseurs, il y a toujours un petit truc à faire. On a des responsabilités quand même en tant que bailleur sur l'électricité, etc. Bon, donc il faut faire les choses correctement. Donc voilà, c'est toujours aussi un petit ticket qui peut représenter 5 ou 6% du prix d'achat. Donc voilà, donc il faut rester à peu près dans cette équation. Si on va sur du neuf, de faire attention au prix de l'ancien, pas le prix moyen, parce que ça veut rien dire si on est sur un marché avec beaucoup d'anciens dégradés, mais en tout cas le prix du récent. Voilà, il ne faut pas qu'on soit à plus de 20-25% de différence, sinon on risque d'avoir effectivement des difficultés à la revente notamment. Parce que le marché, on ne va pas forcément on prendre... achète du neuf, mais on vend l'ancien. Donc au bout d'une dizaine d'années, si on veut revendre, faire autre chose, là il ne faut pas que effectivement le prix soit trop important au départ, parce qu'on a des chances de ne pas le rattraper en quelque sorte. Et oui, du coup, c'est une équation entre coût de travaux supplémentaires, dans l'ancien, mais toi, c'est ton job d'agent immobilier, donc forcément, il y a un intermédiaire supplémentaire, tandis que dans le neuf, tu rajoutes pas au prix. Je veux dire qu'on passe avec le promoteur en direct, c'est le même prix. Avec toi ou avec moi, c'est le même prix. Du coup, il faut regarder tout ça, mais c'est vrai que qu'on a un discours, c'est un peu ce que nous vendent les promoteurs quand ils viennent nous démarcher, c'est que au final, avec tout mis tout à bout, le prix facial de l'ancien, il faut aussi s'en méfier. Oui, bien sûr, il faut tout compter, il faut tout regarder, et il y a ancien et ancien. Il y a l'ancien très, très dégradé avec beaucoup de travaux, alors qui peut être intéressant parce que, comme tu le sais, c'est des travaux qui vont venir en déduction des futurs loyers. Donc ça peut être intéressant, mais c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'investissement personnel. Ça, c'est sûr. Donc il faut bien regarder et surtout comparer avec du récent, à peu près en bon état, pour voir si on est dans les clous. Mais, Johan, tu le sais, tu vois aujourd'hui les grilles de programme de certains programmes neufs. On est très loin quand même la proportion aujourd'hui de neuf, où on va être sur des secteurs à moins de 20%, 20-25% de différence, c'est pas la norme. Hein. Oui. C'est pas la norme. Hein. Aujourd'hui, en moyenne, on est plutôt à 30, 35, voire 40% de neuf plus cher que l'ancien. Bon, là, faut pas y aller. Bien sûr. Là, faut pas y aller. C'est pour ça, moi, j'ai fait un épisode avec des confrères et amis de nos Valéa Patrimoine de comment... on va parler un petit peu de tes conseils pour éviter les problèmes en défiscalisation, notamment. Et l'idée, c'était de se dire que oui, il faut faire attention au prix et qu'au final, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mon Pinel, je peux le trouver moi-même maintenant avec les portails qu'on trouve. » Mais au final, le bon Pinel... on est, je pense, à 10% du stock grand max, quoi. Oui, peut-être 10-15% qui sont vraiment des valeurs à peu près sûres, où on est à peu près sûr de son coût. Donc c'est peut-être à peu près ça, effectivement. Donc on va dire qu'on prêche un peu pour notre paroisse, mais s'adosser d'un expert, de quelqu'un qui va... Justement, après aussi, il faut l'avouer qu'il y a quand même des confrères qui n'ont pas très bien travaillé sur des dernières décennies, et qui ont un peu entaché notre notabilité. Mais voilà, pour moi, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a une vraie plus-value sur du Pinel à passer avec quelqu'un qui sait très bien bosser. Oui, ça, c'est clair. Voilà, parce que le Pinel a un peu mauvaise presse. C'est clair. Il y a aussi les conseils de bon sens qu'il faut toujours donner, et notamment la proximité. Aujourd'hui, si vous êtes parisien, ça n'a aucun sens d'acheter un Pinel à Montpellier. À part si vous êtes de Montpellier, que vous connaissez bien ce marché. Il y a quand même, effectivement, toujours, de toute façon, en immobilier, le réflexe de la proximité. C'est-à-dire qu'il faut investir sur un marché qu'on connaît, plutôt proche de chez soi, pour aller vérifier, etc. Puis ensuite, dans l'exploitation de son bien, même si on a un gestionnaire, de passer un petit coup entre deux, sur un petit coup de chantier, pour voir si, effectivement, tout se passe bien, pour pouvoir intervenir parfois, parce que, on le sait bien, l'exercice du bailleur et le fait de louer, c'est quand même extrêmement complexe. Des fois, il faut reprendre la main de son gestionnaire, parce que la loi est tellement ubuesque que le gestionnaire sera empêché, entre guillemets, de faire des choses qu'un particulier, ça pourra un petit peu plus se passer. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'investir sur un marché qu'on connaît, donc plutôt proche de chez soi, parce que, on connaît le marché.
on est propriétaire ou on va le devenir, on regarde, des quartiers, on regarde les prix effectivement de l'immobilier sur son secteur. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Plutôt que d'aller découvrir une ville qu'on ne connaît pas, aller investir à l'autre bout de la France, ça n'a pas de sens. À moins qu'on connaisse cette région, on en soit originaire, etc. Bon, là, ça peut avoir un intérêt. Et qu'on ait une logistique sur place aussi, voilà, avec des famille, amis, des parents qui peuvent intervenir, etc. Mais sinon, quand même, le réflexe de bon sens, investir près de chez soi. C'est quand même beaucoup plus simple, quoi, à tout point de vue. Enfin voilà, sur un arrondissement ou sur une ville, vous avez des coins qui sont sympas, d'autres moins, d'autres populaires, d'autres très populaires. Et voilà, c'est un ensemble de micro-marchés qui parfois, d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre, à 200 mètres, ça n'a plus rien à voir. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il vaut mieux investir sur un marché qu'on connaît. D'accord. Donc privilégier la proximité. En termes de tout ce qui est travaux, on a les DPE aujourd'hui, qui est une source, pour toi, c'est une source d'angoisse. Comment tu vois ça ? Est-ce que c'est une opportunité à peut-être faire des affaires pour les gens qui sont équipés en termes de capacité à faire des travaux ? Comment tu penses que ça va chambouler un peu le marché ? Alors, je pense qu'on n'est pas au bout de cette histoire, des DPE, etc. On en est juste au début. Moi, je pense que les dates, c'est pas tenable. C'est pas tenable, surtout dans les zones détendues, tout simplement parce que aujourd'hui, un bien à FOUG pour qu'il devienne C ou D, un 100 mètres carrés, c'est 40 ou 50 000 euros de travaux. Hein. Ah oui. Voilà, donc c'est à peu près, effectivement, dans cet ordre-là, pour un 100 mètres carrés. Bon. Dans les villes moyennes, par exemple. Voilà. Mais le problème, c'est que sur un appartement parisien à 1 million d'euros, les 100 mètres carrés, ça passe. Mais sur une maison en pierre dans le Loir-et-Cher ou dans le Jura à 80 000 euros, comment vous faites ? Ça ne passe pas. Économiquement, c'est absurde. Donc ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Donc voilà, moi je pense que ça ne pourra pas être appliqué sur l'ensemble du territoire, ne serait-ce que par rapport aux valeurs des biens. Je ne pense que ça ne pourra pas être appliqué sur l'ensemble du territoire. Et puis l'histoire du DPE, c'est pas sec, hein. Je ne sais pas si tu as vu l'enquête de 60 millions de consommateurs qui est parue il y a quelques jours. Ils ont demandé, sur les mêmes maisons, ils ont demandé à différents diagnostiqueurs de faire des DPE. En moyenne, il y avait 3 ou 4, 5 diagnostiqueurs à chaque fois. Il n'y en a pas un qui a sorti le même chiffre. Hein. Ah oui, bon, moi j'ai un copain qui regardait pour une petite surface dans Paris. Il voit Villiers à moins de 10 000, pour les gens qui ne connaissent pas Paris, mais c'est un quartier plutôt cossu, à moins de 10 000 euros du mètre, donc il y va. Et il s'aperçoit que le DPE est au fin fond, au fin fond du G. Voilà. Et donc haussmannien, problème d'isolation, à part de l'isolation interne. Tu vas pas mettre des plaques au niveau extérieur. Donc il lui a dit, moi je peux pas louer. Je peux pas louer. Donc votre appartement, donc c'est ça. Et je crois qu'il disait, avec l'eau, si tu prends 15 cm, voilà, ça te fait perdre des mètres carrés à 10 000 euros du mètre carré. C'est sur clair. Des petites surfaces, c'est vite compliqué, quoi. Donc moi je pense vraiment que on n'en est qu'au début. Il y aura encore soit des réaménagements de planning, certainement, aussi très certainement, j'en suis à peu près persuadé, des zonages, c'est-à-dire obliger peut-être certaines métropoles, là où notamment l'immobilier est cher et pourra, je dirais, entre guillemets, absorber le coût de ces travaux. Par contre, dans les campagnes, les villes moyennes, etc., enfin, voilà, vous avez des villes en France, Nevers, Montluçon, Sedan, sont des villes qui sont à 800 euros du mètre carré. 800 euros du mètre carré. Donc, on va demander à des gens de faire 1000 euros du mètre carré de travaux. Donc, ce n'est pas possible. Ça ne se fera pas. Donc voilà. Donc là, ça va être compliqué. Surtout qu'il y a aussi un truc dont personne ne parle, je trouve. Il y a eu, je crois, un article sur les Échos, mais un problème que je vois venir, moi, gros comme une maison, c'est que les histoires de DPE, donc tout ce qui sera en FG, puis donc sera interdit de location, à titre de résidence principale. D'accord. Mais on pourra faire du Airbnb dessus. Oui, à condition que tu ne sois pas dans une commune qui limite le Airbnb. Bien sûr. Mais alors, là aussi, ça va peut-être poser aussi un problème à un moment donné de droit à la propriété. Parce que si vous dites à un propriétaire, vous ne pouvez pas le louer
résidence principale, ne pouvaient pas louer un Airbnb, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça va quand même poser problème. Et puis, heureusement, toutes les villes ne sont pas interdites en Airbnb. Je ne sais pas si tu as vu aussi passer une étude sur Airbnb, justement, qui montrait une étude. Aujourd'hui, les plus fortes progressions de Airbnb et de revenus pour les propriétaires en France, c'est le Jura, l'Ardèche, le Loir-et-Cher. Donc aujourd'hui, ce sont les zones rurales qui explosent en demande et en revenus pour le Airbnb. Le week-end à la campagne. Et voilà, les trucs comme ça, la petite semaine, etc. Machin, la campagne, la jolie maison en pierre avec le feu de bois, etc. Voilà, et l'été, la petite piscine. Voilà, et tout simplement, quand tu vas dire au propriétaire dans le Loir-et-Cher, tu lui dis, bah voilà, ta maison en pierre, bon déjà pour la faire venir en COD, les travaux là, c'est carrément bon. Bref, donc bah voilà, soit tu fais des travaux, soit tu fais 40-50 000 euros de travaux, ce qui te fait 4 ou 5 ans de revenus. Bon, voilà. Et puis tu pourras continuer à louer à l'année. Soit tu fais rien, tu loues un Airbnb, ça te rapporte plus. T'es en meublé en plus, donc t'as moins de fiscalité. Et la question, elle est vite répondue. Hein. Ouais. Je crois que les bailleurs, ils vont vite se dire, bah, attendez, moi, c'est bon, quoi. J'ai mon voisin qui fait du Airbnb, ça lui rapporte 2 fois plus que moi en louant à l'année. Et ça va exclure des dizaines, voire des centaines de milliers de logements, en plus souvent assez sympas, du parc. On le voit venir gros comme une maison. La Airbnb se frotte les mains, hein. Ouais, ça c'est clair. Jusqu'au jour où il va plus avoir une location à la ronde, et tu auras les maires qui, moi, originaires des Landes et du Pays Basque, ça y est, c'est Airbnb, Pays Basque, c'est fini. C'est marrant, mon ancien associé a acheté pour dire les gens qui... Bon, c'est pas de sa faute, hein, mais... les gens sur YouTube qui vous vendent des choses toutes faites, lui, c'est un petit peu... voilà, on rigole, mais ça arrive. Il a acheté sur Biarritz. Première année, il se tape le G7. Impossible de louer, problème. Covid. Voilà. Et ça y est, on sort la tête de l'eau. Interdiction du Airbnb. Voilà, donc effectivement, ça fait que ça, faut le prendre en compte, le risque législatif. Mais justement, on vote pour les législatives ce week-end, le premier tour. Bon, enfin, en France, on est quand même les spécialistes aussi des petits malins qui le font pas, mais qui le font quand même. Hein. Oui. Je ne sais pas si tu as vu, notamment sur Paris, il y a plus de 25 000 appartements qui ne répondent pas à Paris. Oui. Sur Airbnb. Hein. Oui, je me posais la question. Donc, il y a plus d'offres d'appartements Airbnb à Paris, où c'est interdit, que d'offres normales. Voilà. Donc, puisqu'il n'y a pas 25 000 offres de location de logements à Paris. Hein. Donc, c'est interdit, mais tout le monde le fait. Bon, voilà, après, il y en a quelques-uns qui se font choper. Et d'ailleurs, il y en a énormément. Enfin, la mairie de Paris perd des procès à tour de bras. Parce que je ne sais pas si tu sais aussi, mais ça, c'est les délices du droit français. Pour que ça passe devant les tribunaux, il faut que la mairie arrive à prouver que le logement était occupé en logement au 1er janvier 1970. Alors, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas où ils ont sorti ça. Ouais, mais, la charge de la preuve, elle est compliquée. Voilà, mais super compliqué. Donc, comme ils n'arrivent pas, il y a 2-3 avocats spécialisés en Airbnb, ils gagnent tout leur procès. Hein. Donc, on n'est pas au bout non plus de cette problématique-là. Parce que, enfin, voilà, encore une fois, hein, la France, il suffit de regarder à Paris qui roule à 30 à l'heure dans les rues. Hein. Bon. Voilà, donc c'est interdit, mais tout le monde le fait. Bien sûr. Bon, voilà, donc, et du coup, là, on va pas faire de politique, mais on a échangé brièvement sur ce sujet, qu'on n'a même pas de ministre du logement. Oui, non. Voilà. C'est pas un sujet. Personne n'est concerné par le logement. Voilà. Et moi, j'ai échangé avec des confrères en disant c'est quand même dingue, parce que même les gens qui sont à l'abri financièrement, ils ont des enfants, des petits-enfants qui voient sûrement galérer, ils se posent des questions pour eux. Donc, ça touche directement et indirectement quasiment toute la population. On va voir les résultats, peu importe, mais on va dire qu'on a quand même un gouvernement, peu importe ce qu'on en pense, mais qui n'est pas, on va dire, des amoureux de l'immobilier. Voilà. Et d'un autre côté, quand on parlait, OK, je vais mettre mon DPE comme il faut en COD pour être correct, est-ce qu'on ne va pas aller vers une course à l'échalote du toujours plus green, même si on faut avoir des considérations écologiques, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà, en disant, OK, moi c'est bon, j'ai fait mes efforts
pour être comme il faut, est-ce qu'on ne va pas nous mettre le coup de bambou supplémentaire dans 3, 4, 5 ans pour être toujours moins énergivore, ainsi de suite, quoi. C'est le risque que je me dis. Après, effectivement, il faudra un équilibre entre ce qu'on peut faire, ce qui est faisable et ce qui est économiquement viable pour des bailleurs. Sinon, ça ne se fera pas. Effectivement, ça ne se fera pas et on aura beau mettre des contraintes, des interdictions, etc. S'il n'y a pas un minimum de rentabilité pour le bailleur et que les travaux nécessaires ça correspondent vraiment à une prise de valeur sur des secteurs qui sont parfois très peu chers, ça ne se fera pas. Donc c'est une question d'équilibre. Et puis surtout éviter effectivement de faire sortir du parc des centaines de milliers de logements. Moi, je connais bien notamment Marseille. J'y ai investi à titre personnel pas mal. Et puis, c'est une ville que j'aime bien, où je vais souvent, où on a eu un bureau il y a quelques années. Donc, c'est un secteur qu'on travaille encore aujourd'hui. Mais Marseille, comme tu le sais, avec les rapatriés d'Algérie, il y a eu une explosion de la ville dans les années 60, puisqu'il y a eu quelque chose comme 150 000 rapatriés d'Algérie qui sont restés à Marseille. Donc, il s'est construit, alors, toutes les quartiers nord, les cités dans les années 60-70, mais y compris dans le parc privé. Il y a des copropriétés énormes des années 60, comme la Rouvière à Marseille, où il y a 6 000 logements. Donc bon, ces résidences-là, les faire passer en vertueux, ça va pas être possible. Et tant qu'on parle de Marseille, ça c'est des choses qui m'intéressent toujours quand je regarde tout ce qui est immobilier de haut rendement. Ouais. Moi je me dis, c'est bien les prix pas chers, mais je viens de Mont-de-Marsan dans les Landes. Et oui, on doit être allé peut-être à 1500, 1800 du mètre carré, mais il n'y a pas un locataire. Je veux dire, c'est qu'à ces prix-là, tu parlais de Sedan et autres, à 800 euros du mètre carré. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens sont locataires? Je ne comprends pas. C'est comment? Et Marseille, c'est un petit peu ça. Je ne m'explique pas en fait ce phénomène de rentabilité qui reste bonne. C'est une ville qui est de plus en plus attractive parce que les pouvoirs publics ont fait des choses pour restaurer, rénover, c'est hyper sympa. Des startups commencent à comprendre que les locaux, ça coûte moins cher et qu'on attire des talents. Comment c'est un prix qui reste aussi abordable alors qu'il y a une demande d'investisseurs qui explose? Et comment ça se fait? C'est juste que les gens ne sont pas solvables, ne peuvent pas acheter? J'arrive pas à... Alors là, on parle de plusieurs choses. Bon, Marseille, c'est un cas à part parce qu'il y a vraiment un marché immobilier qui est extrêmement... Il y a une amplitude de prix énorme, beaucoup plus importante qu'à Paris. Puisqu'on va notamment... Enfin, Marseille, quartier nord, il y a des quartiers à moins de 1000 euros du mètre carré. Il n'y a pas un acheteur. Parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a pas d'acheteur solvable. Parce que c'est coupe-gorge Parce que c'est effectivement des quartiers très compliqués, avec un taux de chômage énorme, etc. Donc, il n'y a pas de locataire solvable, il n'y a pas d'acheteur solvable. Donc, c'est quand même très compliqué. Donc, les prix sont extrêmement faibles. Par contre, Marseille, vous avez les quartiers sud, 8e, 7e, 8e, 9e... certains sur certaines résidences très haut de gamme ou sur la Corniche, etc., on est à plus de 10 000 euros du mètre. Donc, bon, il y a une amplitude de prix qui est extraordinaire. Et le 8e, 9e, 7e, 8e, une partie du 9e, on est autour de 5 000 6 000 euros du mètre en ancien. Donc, on est vraiment sur des prix très soutenus, mais il y a une très grosse amplitude de prix. Après, ce dont tu parlais aussi, c'est vraiment les zones détendues, les villes moyennes, les villes qui sont en déclin, ce qu'on appelle la diagonale du vide, toutes ces régions qui sont mal desservies, où il n'y a pas de TGV, où il y a l'autoroute, mais qui est à 50 km. Donc voilà. Donc ça, ce sont des secteurs qui sont aussi très compliqués à travailler, où on trouve de très bonnes rentabilités, parce que les prix sont effectivement très très faibles, parce que pour les mêmes raisons, il y a peu d'acheteurs solvables. Donc ce sont des secteurs qui ne sont pas inintéressants à travailler, mais il faut être sur place. C'est-à-dire, si tu vis à Nevers, à Montluçon, à Sedan, on trouve des immeubles en état correct ou des appartements à 10-12% à tous les coins de rue. Mais sur ces zones détendues, il faut effectivement le remplir, il faut s'en occuper soi-même, il faut être sur tous les coups, il faut prendre le risque d'accepter des locataires qui ne sont pas assurables. Donc, il faut prendre son risque soi-même. Donc là, ça demande une proximité, un investissement personnel très important, mais c'est très rentable. Et ça fonctionne. Mais le faire depuis Paris, ça n'a aucun sens. Quand je vois effectivement certains qui vendent des immeubles à l'autre bout de la France à 10 ou 12%, ça n'a aucun sens. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que le 2...
quand il n'y a pas le loyer, il faut appeler le locataire. Et le 5, il faut aller le voir. Vous voyez ? Donc ça, aucun gestionnaire de biens ne fait ça. Aucun. Le gestionnaire, il envoie des recommandés. Donc c'est vraiment une gestion de proximité qu'il faut faire, mais il faut être sur place, quoi. Donc voilà, toutes les zones détendues, c'est le cas. Ça peut être très intéressant, mais il faut habiter sur place, il faut être sur place. Ok. Pour revenir, on me traite souvent de complotiste quand je dis ça. Pour revenir sur le DPE, j'ai l'impression que c'est aussi des coups, un marteau qu'on va mettre au bailleur pour le forcer à vendre et que c'est un moyen de baisser les prix, d'augmenter l'offre à la vente. Voilà, est-ce que tu ressens pas un truc comme ça pour dégoûter un petit peu, donc c'est conscient ou inconscient, j'en sais rien, mais un petit peu le bailleur pour se dire, mais c'est un effet de levier qu'on a pour la surfiscalité, pour mettre de plus en plus de stock et faire baisser enfin les prix, puisque moi je suis investisseur, donc ça m'embête que mais je comprends aussi le jeune actif qui arrive pas à se loger, et voilà. Je pense pas que ce soit le complot pour faire baisser les prix, etc. Je crois que les prix, de toute façon, là, ils se calment. Et enfin, la remontée des taux vont faire que les prix vont arrêter d'augmenter, c'est sûr. Je pense que Paris va continuer à baisser. Je pense que les métropoles vont stagner et peut-être ne même pas prendre l'inflation. Donc, je pense que les plus-values, il faut les oublier. Aujourd'hui, on n'est plus... De toute façon, on était... Toutes les grandes métropoles, et nous, on y est, enfin, à Lille, Bordeaux, Lyon... On était déjà au taquet des prix. Les seuils de solvabilité étaient atteints déjà. Oui, mais avec des taux à 1%. Tu vois, donc avec des taux à 2, je veux dire, les augmentations, c'est fini, quoi. Ouais, mais ce discours, j'ai l'impression de l'entendre depuis que je suis étudiant. Ouais. Et que notamment à Paris, je pense à ça, il y avait une copine de prépa, son père, mais justement avait un fonds de private equity à Marseille. Et du haut de mes 18-19 ans, qui connaissait la vie, et voilà, comme tout jeune, qui croit tout savoir, elle avait acheté rue Jean-Jacques Rousseau dans le premier, je sais pas si tu vois, une parallèle de la rue du Louvre. Ouais. Et voilà, il avait acheté 300 000 €, 70 mètres carrés. Ouais. Donc les prix font rêver les gens en 2022. J'avais dit, mais c'est beaucoup trop cher, t'imagines, un tiers de million pour 60... Voilà, et aujourd'hui, et j'ai l'impression que chaque année, moi, on me dit... non, et j'étais le premier à dire, non, aujourd'hui, un 18e un peu cracra, 9 000 du mètre, jamais, ça se vend à 11. Voilà. Et c'est... Voilà, est-ce qu'effectivement... Oui, mais quand les gens ne peuvent plus acheter, ça règle le problème. Voilà, d'ailleurs, on parlait de Marseille tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé à Marseille. Moi, je l'ai vécu, parce que j'y vivais à ce moment-là. Entre 2002 et 2007, les prix ont doublé quasiment à Marseille. En 5 ans. Donc c'était très rapide, trop rapide. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé en 2007 ? Alors, il y a eu la crise financière, mais c'était même pas encore... les prix avaient arrêté d'augmenter et ont commencé à baisser à Marseille juste avant la crise financière 2008. Pourquoi ? Parce que les locaux ne pouvaient plus acheter. Tout simplement. C'est-à-dire que les seuils de solvabilité, on ne peut plus. Voilà. Quand le cadre ne peut plus acheter un T3 dans un quartier de cadre ou un T4 dans un quartier, ça s'arrête. Donc ça, c'est assez simple à vérifier. Les seuils de solvabilité, ça, c'est des calculs assez simples. Revenu moyen, prix moyen, etc., avec un peu d'apport, ça donne ça. On y est, on n'y est pas. Il y a une petite marge, mais là, on y était. On y était déjà avec des taux à la ramasse, avec des taux à 1%. Donc là, les taux, ils sont à 2. Bon, voilà, ils seront peut-être à 3 dans 6 mois, 1 an. On en prend le chemin. Donc, les augmentations de prix, je pense qu'il faut les oublier. Tant qu'on sera sur une période inflationniste avec remontée des taux, je pense que vraiment, il faut les oublier. Moi, je crois qu'il y a la BCE qui a communiqué sur 10 à 15%. Bon. Sur l'Europe. Oui, tout à fait. Il y a des... Oui, bien sûr. Bon, après, moi, c'est ce que je disais. J'ai commenté un article que quelqu'un a mis sur LinkedIn. C'est aussi, il faut voir le stock d'épargne. Bien sûr. Est-ce que les... Voilà, parce qu'en France, on est quand même... Oui, il y a de l'épargne. Voilà, il y a de l'épargne. Et la pierre, ça reste quand même un but dans la vie de manière globale pour investir. Donc, effectivement, donc, tu vois une stagnation des prix. Donc ça, c'est de manière générale. Crise un petit peu du neuf. Moi, ce que j'en discutais avec des gens un peu de ta génération qui étaient persuadés qu'il allait avoir, comme Sarkozy, un coup de boost
que le Pinel Plus, on allait revoir un petit peu la copie et qu'il fallait relancer tout ça avec un nouveau dispositif. Et il me disait, ne t'inquiète pas, ça serait pas étonnant qu'il n'y ait pas un dispositif un peu plus agressif pour relancer un petit peu le BTP parce que ça fait une grosse partie du PIB et que c'est important. Tandis que là, on voit qu'on n'a même pas de ministre du logement. Les prix qui flambent, moi je le vois dans une maigre rénovation de 200 mètres carrés qui explose. Toi, tu vois comment ça, le neuf, le Pinel Plus, Alors, sur le neuf, je pense qu'on a encore une fenêtre de tir, là, mais qui va bientôt, et je t'avoue que ça m'inquiète, qui va bientôt se refermer, c'est sûr. Parce que, alors là, on est encore sur du Pinel avec les avantages fiscaux, donc plein pot jusqu'à la fin de l'année, et avec des prix d'avant, j'allais dire, parce qu'on est déjà sur stock existant. Voilà, sur le stock existant aujourd'hui, on est sur des prix d'avant-crise, d'avant-inflation, donc avec des budgets qui ont été validés, qui ont été verrouillés avec des entreprises, etc. Donc là, je pense que, enfin, pour ceux qui s'y intéressent et qui regardent un peu les trucs, vraiment, je serais tenté de dire, allez-y maintenant. Surtout que les taux augmentent. Effectivement, là, on s'est déjà pris 0,2, 0,3. D'ici septembre, ça va être 0,5, 0,6. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce dispositif, par ce type d'investissement, je leur conseille vraiment d'y aller maintenant. Parce que ça va être beaucoup plus compliqué l'année prochaine, parce que les prix vont continuer à augmenter. La RE 2020, l'augmentation du coût des matériaux, etc. Le Pinel Plus, qui sera surtout un Pinel plus cher. Ça, c'est sûr et certain aussi, parce que surface plus grande, encore des conditions d'isolation supérieures au BBC, etc., à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça va être plus cher. Donc plus cher pour pas plus d'avantages fiscaux, avec des taux qui vont augmenter et des prix qui vont être plus élevés. Je pense qu'on va vers des temps très difficiles. Je pense que 2023-2024, ça va être très compliqué sur le neuf. Je pense que déjà, on est à la ramasse. Là, les derniers chiffres, c'est moins 20% par rapport à une année encore Covid qui n'était pas terrible. Moi, je suis effectivement relativement inquiet, parce que si on sort du parc tout ce qui est G, F, et qu'on ne construit pas, on s'achemine vers un gros bug. Un gros bug. Déjà une crise du logement, mais... Donc voilà, on est déjà dans des problématiques. Donc si effectivement, si on reste sur ce périmètre-là, si on sort du parc des trucs qu'on ne veut plus louer parce que passoire thermique, etc., et qu'on ne construit pas assez parce que les prix deviennent incohérents, ça va être compliqué. Les gens peuvent pas acheter. Oui, peuvent pas. Et puis, si on se retrouve, on se le disait tout à l'heure, il faut vraiment faire gaffe au prix de l'ancien sur du neuf. Mais aujourd'hui, quand vous êtes à 25% de différence avec du bon ancien récent, mais si avec l'augmentation des prix, vous vous retrouvez à 35-40%, faut pas faire. Bien sûr. Parce que la différence de prix, etc., fait que le rendement devient médiocre. Si vous êtes à 2, est-ce que la différence sera pas la même? Est-ce que la différence de prix sera pas la même si tu prends en compte que ta réno, tes petits travaux qui te coûtaient peut-être 300 € du mètre carré, j'en sais rien, explosent du fait de... Parce que les gens qui construisent du neuf, les gens qui rénovent sont impactés peut-être un peu moins, mais tu as un impact. Donc au final, je pense que l'ancien ça va être compliqué, le neuf ça va être compliqué, mais l'ancien malheureusement également. Oui, mais il y a tout ce qui est, effectivement, notamment du récent, entre guillemets, c'est-à-dire des constructions... C'est l'entre-deux qu'il faut aller chercher. Des constructions de la fin des années 90, début des années 2000, où on va être encore à des prix tout à fait corrects. Les gens qui lâchent leur cellier en ce moment, qui revendent leur cellier. Tout à fait. Où c'est correctement isolé, où on est en chauffage électrique, etc. Bon, ça, pour le DPE, ça, c'est bien. Ces logements-là, ils sont à l'abri encore au moins pour 20 ou 30 ans, même si ça se durcit, etc. Donc ça, effectivement, et si ce type de logement, vous avez plus de 20-25% de différence avec le neuf, faut pas y aller. Parce qu'en plus, quand même, on se rappelle qu'en Pinel, on loue moins cher que le marché. Donc si tu achètes 30 ou 35% de plus pour louer moins, à un moment donné, ça ne tient plus. Il vaut mieux, effectivement, acheter des petites surfaces dans du récent, etc., faire du meublé à l'amortissement, comme ça... Tu as quand même une rente défiscalisée pendant des longues périodes et économiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Et finalement, pour celui qui a fait un cellier,
Il est sur le bon actif du moment, le garder, le passer en meublé, contrairement aux simulations où on fait pour le Pinel à 9 ans parce que c'est le plus optimisé. Tout à fait. C'est peut-être garder, que ça devient un produit de garde, plutôt qu'un produit qu'on disait à la fin de la défisque. Bien sûr. Non, il ne faut pas spécialement revendre. Absolument pas. Ça peut être basculé en meublé, ça peut être basculé en nouveau dispositif loquet avantage aussi, qui est pas mal. Donc voilà, il y a des solutions. Surtout que, tu le sais aussi, les premières années du crédit, tu rembourses beaucoup plus d'emprunts. Donc si tu as fait un prêt sur 25 ans, au bout de 10 ans, tu n'as pas remboursé grand-chose sur le capital. Et plus tu avances dans les années, plus tu rembourses de capital. Donc c'est pas toujours intéressant de vendre à 10 ans. Et moi, c'est ça, je me bats aussi sur les simulations, c'est un peu mon dada. C'est bien qu'il y ait des chiffres, il faut un petit peu montrer patte blanche avec des chiffres, mais justement, les simulations, je pense que ça peut faire des erreurs de dire, voilà, vous sortez à 9 ans, ça vous coûte 150 € d'effort d'épargne. Voilà, mais si on est à 100 ou 200 € d'effort d'épargne prêt, il ne faut pas le faire, je pense. Et d'avoir une vision globale, parce que ça reste de l'immobilier, des aléas, Voilà, on n'est pas à l'abri de normes qui changent et qui font augmenter. Tout à fait. Ok. Tu parlais de remontée de taux. Il y a un phénomène, est-ce que tu peux nous l'expliquer aujourd'hui sur le taux d'usure ? Oui, alors le taux d'usure, bon, ça c'est toujours le problème à force de trop vouloir protéger les gens. Au bout d'un moment, ça devient problématique pour le marché. Donc le taux d'usure, c'est le taux qu'on ne peut pas dépasser en tant que banquier, organisme financier, parce que sinon on est un usurier. Donc c'est trop élevé. Donc le problème du taux d'usure, c'est qu'il est décrété, c'est qu'il est fixé par trimestre. Donc vu là l'inflation, l'augmentation des taux, on a un taux d'usure qui est très bas et on a des gens qui pourraient investir et qui, effectivement, là, sont coincés par ce taux d'usure. C'est-à-dire qu'ils sont dans les ratios du taux d'endettement. Oui, tout à fait. Mais ils ne peuvent pas, parce que, pour peu que aussi, parce qu'ils comprennent ce taux d'usure, y compris les assurances. Donc, quelqu'un qui aurait une assurance un peu plus chère, ou qui voudrait, ou qui, effectivement, a un taux un peu plus élevé, parce que son dossier, il est un peu plus risqué, et puis les banques veulent aussi un peu reconstituer leurs marges. Elles ont prêté à des taux très, très bas pendant très longtemps, donc c'est aussi légitime. Et on voit plein de dossiers qui sont effectivement boulés, refusés, parce qu'on dépasse le taux d'usure. Mais j'ai cru comprendre que Bercy regardait ça un petit peu avec attention pour pouvoir peut-être au moins le communiquer une fois par mois. Oui. Voilà, parce que par trimestre, vu l'augmentation des taux ces derniers temps, ça devient compliqué, quoi. Ça exclut des gens. Déjà, le HCSF a exclu des dizaines de milliers, surtout les investisseurs, d'ailleurs. Oui, parce qu'un investisseur de 50 ans qui a peut-être mis beaucoup d'argent dans sa résidence principale, qui peut épargner à partir de 50 ans, si il est dans une génération où la retraite va être correcte, faire du 20 ans, c'est pas... c'est pas stupide. Et le problème, c'est qu'à 50 ans, on va lui coller un taux d'assurance qui va peut-être bloquer et qui va le faire décoller ce taux et toucher le taux d'usure. Alors que c'est quelqu'un qui est solvable, même s'il part à 65, c'est les débats. Voilà, et même à la retraite, il sera. Moi, je vois des retraités aujourd'hui, des clients qui sont en capacité d'épargne et qui me disent j'aimerais pouvoir emprunter pour, à mon décès, laisser un peu plus de patrimoine à mes enfants, mes petits-enfants, parce que de toute façon, ma retraite, mes revenus complémentaires, ainsi de suite, je suis à, je sais pas, je peux mettre 500 € tous les mois. Donc, j'aimerais développer mon patrimoine immobilier. Aujourd'hui, on les bloque. Voilà, alors qu'on invite toujours, moi c'est ça, c'est le double discours en fait qui m'embête, c'est qu'on invite les gens à avoir une retraite par capitalisation, mais on leur coupe les possibilités notamment d'investir par eux-mêmes, ainsi de suite, à travers l'immobilier. Tout à fait, mais c'est toujours ce principe de à trop protéger, on flingue des marchés. Mais il en est de l'immobilier, effectivement du droit du crédit, etc. Comme la même problématique sur les lois autour du travail. C'est-à-dire qu'à force de surprotéger les salariés, on décourage les entrepreneurs d'embaucher. Et donc, c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, on se dit, tiens, là, on va protéger comme ci, on va protéger comme ça. Et puis, ça se retourne contre, effectivement, ceux qui pourraient en bénéficier au final. Et pour l'investissement locatif, notamment, ça se retourne aussi contre les locataires. Parce que, notamment, le HCSF,
Bon, le HCSF, c'est l'État, enfin, c'est le faux nez de l'État, on est bien d'accord. Enfin, je veux dire, c'est la Banque de France et Bercy. Tu peux pas faire plus l'État que ça, on est d'accord. Avec soi-même, on va toujours se mettre d'accord. Donc, tout à fait. Mais qu'aujourd'hui, l'État freine l'investissement immobilier, aussi bien pour les résidences principales, mais encore plus pour les investisseurs, parce que l'investisseur, dans le passé, tu connais le principe du reste à charge. Donc, quelqu'un qui gagne... je prends toujours l'exemple d'Mbappé, là, qui a un petit peu renégocié ses émoluments. Voilà, à 90%, charge, je pense que... Mais voilà, enfin, je veux dire, quand tu gagnes 15 ou 20 000 euros par mois, 35%, il te reste quand même beaucoup d'argent pour faire d'autres investissements, etc. Aujourd'hui, c'est mort. C'est mort. Aujourd'hui, même quelqu'un qui gagne 15 ou 20 000 euros par mois, s'il est à 35% d'endettement parce qu'il a acheté son bel appartement ou sa maison, etc., il ne peut plus emprunter. Il ne peut plus donc investir sur du locatif, offrir des logements aux Français, c'est fini. Donc là, loger ses enfants, étudiants, etc., c'est mort. Donc c'est vraiment, là, c'est quand même un peu hallucinant, parce que de l'autre côté, on subventionne, on fait du Pinel qui coûte quand même de l'argent, on donne de grosses économies d'impôts, on subventionne le logement par certains côtés, et de l'autre côté, on freine les investissements pour des gens qui pourraient, pour qui ça ne poserait aucun problème, mais voilà, on se dit, la norme, c'est ça. Surtout que, alors pour le coup, j'ai pas spécialement d'amis banquiers, mais les banquiers français font bien leur boulot. Je veux dire, ils ont toujours été sérieux, raisonnables, pas comme leurs homologues américains qui ont fait n'importe quoi. Ils n'ont jamais déconné. Par les politiques, les banquiers américains. Tout à fait. Par démagogie souvent électorale. Oui, tout à fait. C'est une autre histoire. Mais je veux dire, les banquiers français n'ont jamais déconné avec le crédit. Il y a très peu de sinistres en France sur du crédit immobilier. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils prêtent assez facilement à 100%, 90%, etc. Parce qu'il y a très peu de sinistres, parce qu'ils sont prudents. Donc leur dire, oui, mais vous êtes prudents, mais pas assez, et puis là, on va vous interdire ça. Et dans un contexte on se rend pas forcément compte qu'on a vécu qu'en France, mais de taux fixe et de... Voilà, il y a moins d'aléas, quelqu'un qui va se faire couper parce que taux variable... Bien sûr. Voilà, là, c'est taux fixe, locataire... Voilà, il y a des APL, on les mange un petit peu en ce moment, mais voilà, des APL qui viennent quand même solvabiliser l'opération quand on a des locataires qui les touchent. Pour contourner le HCSF, donc souvent on parlait de la fameuse SCI à l'IS. Là, j'ai un partenaire SCPI qui me disait que les banquiers, ça y est, c'était fini. Toi, tu as des infos sur... c'est toujours une petite entourloupe ou... Si c'est une vraie SCI à l'IS, et notamment si c'est vraiment pour une activité commerciale, notamment quelqu'un qui va acheter ses locaux industriels, ça passe encore. Il y a encore des banques, mais voilà, il faut que ce soit quand même orienté professionnel. Il ne faut pas dénaturer le truc. Maintenant, effectivement, il y a eu ce trou de souris que moi j'avais vu effectivement parce qu'on essayait voire en meublé. Certains se disaient même, mais meublé c'est du BIC, donc c'est pas. Alors c'est ma question suivante sur un autre régime qui sort un petit peu là du loup. Je crois que tu lis pas mal le blog Patrimoine. Oui, tout à fait. Voilà, on va parler un peu de régime para-hôtelier où il en parle un petit peu. Tout à fait. Et le HCSF, donc toi, tu penses que maintenant, ce qu'on voit sur YouTube, c'est fini, que l'immeuble de rapport à Sedan à 12%, je mets ça dans un... Je suis en cash flow positif, je mets ça dans une SCI à l'IS, le banquier va dire merci, mais non merci. Ouais, je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Il y avait un petit flou, donc certains banquiers s'y sont un petit peu engouffrés. J'ai cru comprendre qu'au niveau de la Banque de France, ils ont commencé à dire les gars, on vous voit là, on a compris le micmac. Mais j'ai pas d'informations de première bourre à ce sujet, je t'avoue. Mais j'ai cru comprendre qu'effectivement certaines banques qui ouvraient un peu les vannes de ce côté-là commencent à nous dire attention quoi. Donc voilà, donc c'est pas si facile que ça. En tout cas, c'est pas du tout automatique et c'est pas du tout un truc qui passe comme ça facilement quoi. Ouais. Ok. D'autres sujets que je voulais voir avec toi, c'est le serpent de mer un petit peu de Terra Nova sur le loueur meublé non professionnel et l'amortissement. Ouais. Moi, c'est pareil. J'ai des copains qui cherchent et quand on est investisseur, on fait du meublé, mais quand on cherche à se loger en tant que locataire, on n'en peut plus de se taper les meubles du bailleur. Il y a des villes, j'ai l'impression, il n'y a plus que ça. Ouais.
Il n'y a plus que ça, même sur les grandes surfaces, étonnamment. Ouais. Toi, tu vois ça comment? Est-ce que ça peut siffler la fin de la récré? Il y a une décision du Conseil d'État, notamment, ça c'est un peu technique, mais sur l'amortissement de 20% du foncier. Le Conseil d'État s'est un peu réveillé en disant, attendez, 20% pour Paris. Plus que 20%. Voilà, tu paies l'adresse, parce que le bâti à Paris, c'est... bien sûr. Voilà. À Sedan, pour reprendre Sedan, voilà, c'est différent. Est-ce que toi, tu penses qu'au bout d'un moment, c'est pas... on a trop tiré sur la corne et que la récré va être vite sifflée. Il y a plusieurs questions. Il y a déjà la question sur l'évolution du statut. Ça fait déjà un petit moment, moi, que je pense que ça a chaud aux fesses, comme on dit. Alors déjà, le LMP, tu as vu, maintenant, LMP... là, faut à tout prix maintenant fuir ce régime, puisque ta cotisation sociale plein pot sur les... Sauf si tu es en amortissement et que tu as zéro bénéfice. Tout à fait. Mais enfin, l'idée, c'est quand même... Très souvent, les gens montaient des LMP pour avoir une partie des revenus à la retraite. Donc, monter des trucs à 50 ans pour que à 65, 70 ans, là, ce soit positif et que ça tombe et qu'ils commencent à en vivre, etc. Bon, si à la sortie, ça va être taxé plein pot comme une activité libérale, etc., ça a quand même perdu beaucoup d'intérêt. Donc déjà, le LMP, il s'en est pris un coup derrière les oreilles. C'est vrai que moi, ça fait des années que je pense que ce merveilleux paradoxe d'avoir une fiscalité entreprise où tu amortis et puis une sortie fiscalité des particuliers, c'est pas logique. Pour expliquer, sur les particuliers, il y a un abattement par année de détention qui fait qu'on peut être exonéré sur l'impôt à 22 ans et sur la CSG à 30 ans. Donc voilà. Et effectivement, c'est le double effet qui se coule. C'est pour ça que c'est magique. Donc, c'est une niche fiscale qui est incroyable. Le LMNP. Contrairement à la SCI-LIS où tu amortis aussi, mais à la sortie, tu es massacré. Il n'y a pas de miracle sur... Donc voilà, mais ce qui est un peu plus logique, parce que soit tu es une entreprise, soit tu as une comptabilité entreprise, soit tu as une comptabilité de particulier. Mais donc le lourd en meublement professionnel, effectivement, ce merveilleux paradoxe, je pense que ça se finira un jour. Par contre, je pense que ceux qui ont démarré, normalement, on ne devrait pas trop... je vois pas comment... De manière rétroactive, tu veux dire. Mais je ne pense pas que ce soit rétroactif. Je pense qu'on pourra dire, attention, sur les nouvelles... Si vous faites de nouvelles acquisitions... Après, ta compta, elle est annuelle, donc on pourrait dire... changer. Surtout, moi, ce que j'ai peur, c'est que le principe de plus-value sorte. C'est-à-dire qu'on se dise, maintenant, c'est plus-value entreprise. Ouais. Voilà, parce que ça, qu'on puisse continuer à amortir, soit qu'on se dise, vous pouvez plus amortir, ou alors uniquement le mobilier, c'est ce qu'on a attendu aussi à un moment donné. Vous pouvez juste amortir le mobilier, mais plus l'immobilier. Et puis vous restez effectivement avec la plus-value classique. Et il y a quand même quelques avantages, parce qu'on loue quand même un peu plus cher. Et puis les beaux meublés sont quand même plus souples pour des gens qui veulent un petit peu... Donc il y a quand même quelques avantages, hormis la fiscalité. Donc soit on ne pourra plus amortir, soit on sera en plus-value du particulier, en plus-value entreprise, donc là, le massacre à la sortie, ou alors encore pire, ça c'est ce que j'ai entendu de pire, c'est que ce soit réservé, l'amortissement, que ce soit réservé aux résidences-services. Et plus sur l'ancien, quelque etc. Chose dont m'a challengé que je regarde un petit peu. Autre phénomène, tu as fait une vidéo dessus sur BFM. Les colocations, moi j'ai un copain qui me dit, c'est pareil, on va se retrouver qu'avec du LMNP, que de la colocation. Est-ce qu'au bout d'un moment, on va pas siffler la fin de la récré en disant... on arrête un petit peu cet Eldorado, comme on a voulu siffler la fin de la récré d'Airbnb, comme on a vu en début d'épisode. Alors, colocation... ou co-living, tu vois, tout ce qui est à la mode. Alors, co-living, c'est complètement différent. De beaux immeubles refaits avec des parties communes, des parties privatives sympas, ça, je crois qu'il y a un vrai avenir. Par contre, la colocation, il y a aujourd'hui, déjà, et depuis un moment, énormément de marchés qui sont saturés. Mais vraiment saturés. Avec... tu prends Évry en région parisienne, je regardais encore ce matin, tu as 250 colocations vides. J'ai oublié la ville, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça dans cette ville, où il y a les SEC et la fac Cergy. J'ai l'impression que par excès, Cergy, c'est saturé. Lille, Roubaix, Tourcoing, il y en a plus de 500, je regardais ce matin, vide. Et vide au mois de mai.
Donc là, on est encore dans le principe étudiant, etc. Donc il y a eu beaucoup trop de colocations dans certains secteurs, et c'est toujours le même principe. Hein. Ça, c'est les fameux formateurs YouTube ou 2-3 aussi vendeurs de colocation qu'on en fait un peu la pierre angulaire de leur offre. C'est toujours le même principe. Tu prends la bonne barre des années 60-70, le T4 de 80 mètres carrés, voire 75. Tu prends le séjour qui est déjà petit, tu prends une chambre en plus dans le séjour, donc tu te retrouves avec un séjour rikiki, une petite cuisine, même pas 20 mètres carrés, juste de quoi mettre le pauvre canapé Ikea que tu vas changer au bout d'un an et demi. Pourquoi ? Parce que le T4, effectivement, à Évry ou à Cergy, dans la barre 70, c'est 160-170 000 euros. Voilà. Ouais, donc tu fais 20 000 euros de travaux, 5 000 de mobilier, tu fais 5 fois, parce que sur un T4, ils font un T5, donc tu fais 5 fois 400, bah voilà, donc tu fais 24 000, donc tu fais du 10%. Sauf que c'est vide aujourd'hui. Parce qu'il y en a eu beaucoup trop. Il y en a eu beaucoup trop. Donc tout le monde s'est engouffré là-dedans. Le marché était complètement saturé. Donc voilà. Donc ça c'est clair. Et en plus, alors le deuxième problème sur la colocation, c'est qu'il y a quand même un truc qui est passé et qui a été confirmé. Tu pourras retrouver le texte facilement, qui a été confirmé la fin 2021, début 2022. Pour les colocations, la totalité des loyers en colocation ne peuvent pas dépasser un loyer normal. Oui. Moi, je suis impacté, j'en fais sur Saint-Ouen. Bon, on n'a pas fini les travaux, on a pris ça. Oui. Mais là, ça pose quand même un petit problème, parce que le T4 à Évry, c'est pas 2 500 euros qui se loue, hein. C'est plutôt 1 200. Donc c'est 2 fois moins. Et là, si tu fais 1 200 divisé par 5... Oui, tu auras beau expliquer ton alors que tu as eu beaucoup de coûts, tu as eu du machin, des trucs... Le... Non, mais ça passe, là, ça passe pas. Donc là, on est aussi sur des bombes à retardement où les gens vont se faire retoquer, etc. Moi, la colocation, franchement, je déconseille aujourd'hui sur l'immense majorité des marchés. Ou alors vraiment du truc haut de gamme. Mais si tu fais du haut de gamme dans une ville tendue, sur un marché tendu... tu fais pas de rentabilité supérieure à ce que tu fais sur un studio que tu vas louer en meublé. Hein. Donc s'emmerder, faire de gros investissements pour avoir une rentabilité équivalente à ce que tu peux faire sur un studio ou un T2, aucun intérêt. Ok. Et après, il y a un autre sujet qui sort un petit peu des sentiers battus, c'est le régime para-hôtelier, où moi j'ai eu une demande de quelqu'un qui lit beaucoup de blogs, et justement le blog Patrimoine en a parlé. C'est cette idée un petit peu de récupération de la TVA, puisque quand tu calcules les rendements dans le neuf, hors taxe ou TTC, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Voilà, toi, c'est des choses que vous regardez, tu as des demandes sur ces sujets-là d'investisseurs? Alors, nous, on a regardé précisément parce que on fait pas notre résidence-service. On n'en vend pas, par choix. Et ça fait longtemps. Hein, on faisait... Encore il y a 10 ans, on faisait un petit peu d'étudiants. Du résidence de tourisme, on n'en a jamais fait. Résidence pour les EHPAD, etc., on n'en a jamais fait. Par choix, hein, effectivement, parce que moi, je veux pas. Effectivement, je pense que je pense que les particuliers n'ont rien à foutre sur ces marchés-là. C'est beaucoup trop complexe sur des métiers complètement spécifiques. Et on a vu des belles marques avoir des problèmes sur les loyers. Et puis voilà, donc les Odalis. Pour te dire, moi, on faisait un tout petit peu d'étudiants, mais ça faisait 5% de nos ventes, 50% de notre SAV. Hein. Bon, voilà, donc, on a tout dit. Et c'est douloureux, hein, parce que c'est très bien payé, comme tu le sais. Hein. Les commissions, c'est douloureux hein, de se dire, attends, là, je pourrais vendre un EHPAD à 12% hors taxe de commission. C'est douloureux hein, de se dire, non, je ne le vends pas. Tu parlais de l'EHPAD. Nous, quand on a monté le cabinet, on a quitté un gros cabinet avec des consultants, avec mon ancien associé. On a vu une directrice commerciale d'un gros réseau d'EHPAD qui nous a dit, non, mais je vais vous expliquer vraiment. Et on s'aperçoit que souvent, la partie gestion de l'EHPAD est déficitaire, parce que tu es obligé de te faire matraquer. Qui fait un chèque au départ. Voilà. Et en fait, c'est pourtant non, c'est le fonds de Dation. C'est pourtant non, même carrément. Je n'ai pas donné les noms parce que c'est des gens qui sont 300e fortune française, ils auraient les moyens de m'attaquer fortement. Oui, tout à fait. Voilà. Non, on donne pas. Mais voilà. Mais grosso modo, c'est des gens qui construisent, je sais pas, 2000, 2500 du mètre carré, qui expliquent à Tartan,
Voilà, dans un bled, c'est 8 000 ou 9 000 du mètre, donc ils font beaucoup d'argent sur la partie promotion, donc ils s'en foutent que la partie gestion soit déficitaire. Voilà. Pour revenir sur les résidences-services, donc nous, on n'en vend plus du tout. Moi, j'ai interdit, effectivement, même si c'est douloureux, j'ai interdit qu'on en vende. Mais tu sais, il y a 2 signes qui ne trompent pas, de toute façon, sur les résidences-services. Un, c'est payé... Les commissions sont très élevées, donc quand les commissions sont très élevées, il y a une raison. Et 2, aucun professionnel n'en achète pour lui. Voilà. Donc moi, j'ai jamais vu aucun professionnel de l'immobilier acheter une EHPAD pour lui. Non, mais moi, à l'inverse, j'ai vu, c'est 2 trucs qui j'ai vu des clients pros qui sont allés acheter du second marché. Second marché, ça peut être différent. Second marché, notamment quelqu'un qui a acheté un peu une chambre d'hôtel, les appart-hôtels, parce qu'il s'est retrouvé en séminaire là-bas. Ouais. Il a arrêté le bail. Ouais. Il s'est dit, mais je le loue moi-même sur Booking. Donc là, effectivement, mais après, c'est des profils atypiques. Là, il y a quelqu'un qui me parlait de 2 petits studios à la Grande Motte, un divorce, voilà le cas classique. Ils vendent ses studios à 30 000 euros parce qu'il faut qu'ils sortent. Mais ça veut dire quelqu'un qui a fait moins 40. Mais tout fait. Voilà, s'il y a quelqu'un qui gagne, voilà. Et le para-hôtelier lui-même... Et alors, donc, pour revenir à ta question du début, nous, on a regardé précisément, parce que comme on ne faisait pas de résidence-service, cette histoire de récupération de TVA en apportant des services hôteliers, c'est pas con. Effectivement, c'est pas inintéressant. Moi, j'ai l'impression... mais, par contre, il faut vraiment que les services soient là. Donc là, attention. Il y a la théorie et la pratique. Il y a la théorie et la pratique. Parce qu'effectivement, tu peux acheter un T2 dans une résidence neuve et dire, bah voilà, moi, je demande le remboursement de la TVA parce que je vais le louer avec du para-hôtelier. Donc, avec le petit-déj, avec le ménage, avec le pricing, avec le machin. Donc, mais il faut que les services soient vraiment apportés. Et là, je peux te dire que moi, c'est le bordel. C'est le bordel. Et puis les risques, l'épée de Damoclès, elle est pendant 20 ans. Hein. Parce que pendant 20 ans, pendant tout le temps de la récupération de la TVA... Ouais, qu'il y a des mecs qui ont cramé la TVA et qui se retrouvent à tu dis, alors j'apporte les services, mais ça coûte une blinde, donc c'est quand même au détriment aussi... Ok, tu as récupéré les 20% au début, mais j'apporte les services, donc ça coûte quand même bonbon. Et puis au bout de 10 ans, 12 ans, je me dis, j'en ai un peu marre des services, allez, je vais me louer un peu comme ça, etc. Là, tu as un contrôle, boum, et tu rembourses toute la TVA depuis les 20%. Tu les rembourses. Donc bon, voilà, ça fait quand même un peu mal. Et en plus, je crois que tu es assujetti à la plus-value des professionnels. Il me semble. Non, je crois pas. Si tu es en meublé, non, je crois pas en para-atelier. Non, je crois pas que tu sois en plus-value professionnelle. Moi, j'avais vu un truc comme ça. Peut-être, à voir. Guillaume Fontenot avait ça, et sur effectivement que c'est pour ça qu'il y a des gens qui, on en revient encore une fois sur les formations YouTube où on disait que souvent on crée des bombes à retardement fiscal et l'IS notamment. Et la charge mentale, d'avoir un contrôle fiscal parce qu'effectivement, on a loué... Oui, non, mais surtout que... Alors, pour le coup, les résidences-services, pourquoi aussi est-ce qu'on n'en fait pas ? C'est parce que nous, on fait de l'ancien. Et si tu veux faire du meublé, achète un studio en ancien. T'achètes un studio en ancien à Asnières ou à Vanves, tu vas faire du 5,5-6% sur une petite surface, plutôt que de faire du 4% dans une résidence hôtelière au fin fond de la Pampa, avec une possibilité de revente quand même super compliquée. Donc tu fais de l'ancien, à l'amortissement, ton studio à Asnières, t'en veux plus, tu le revends en 2 jours. Tu fais plus de rendement, c'est la même fiscalité. Donc pourquoi aller prendre le risque d'être pieds et poings liés avec un gestionnaire plus ou moins efficient, etc. Qui peut être racheté, parce que tu peux signer, on a vu ça dans les EHPAD, Domusvie et autres, des fonds d'investissement qui, eux, rigolent pas les renégociations de loyer. C'est moins 20, moins 30 pour augmenter la... C'est clair. Sans parler, alors pour les EHPAD aussi, le scandale absolu, tu sais, les mecs qui ferment les petites EHPAD de 50-60 lits parce qu'elles sont plus rentables et qui déplacent les lits, les autorisations des agences de santé dans la nouvelle de 150. Et là, tu as 3 résidences qui se vident d'un seul coup. Hein. Et alors là, les propriétaires, bonjour. Hein. Pour retransformer un EHPAD, t'oublies. Hein. L'accès à l'oxygène, les tuyaux d'oxygène. C'est clair. Et là, comme tu as acheté 5 000 € du mètre à Marmande, t'es mal. Hein. Donc,
Ouais. Donc, non, mais là, c'est des drames, hein, quand même. Hein. Enfin, là, sur le plan patrimonial. Donc voilà. Après, Donc, moi, pour vraiment. revenir sur l'EHPAD, j'ai des clients qui ont fait quand même des grosses plus-values, mais qui ont acheté ça il y a 10-12 ans déjà. Ouais. Voilà. Des Oui. instituts qui... Oui. Voilà, maintenant, c'est beaucoup trop cher. Non, mais c'est un marché. Enfin, moi, je pense vraiment que c'est un marché d'institutionnels. Les particuliers n'ont rien à foutre là-dedans. C'est effectivement des AXA, des compagnies d'assurance, des fonds d'investissement qui, effectivement, auront une puissance de négociation quand même autre, qui vont acheter beaucoup moins cher que le particulier, et puis qui vont avoir un moyen de pression sur l'exploitant qui n'aura rien à voir avec celui du dentiste de Limoges, quoi. Je veux dire. Enfin voilà, c'est pas un marché de particulier, c'est un marché d'institutionnel. Et ça, c'est la logique des choses, elle est comme ça. Donc, moi, c'est vraiment ce que je pense, quoi. Et mes clients sont plutôt satisfaits, en tout cas. Ça marche, mais je pense qu'on a fait un tour. Dernière question, c'est la tradition du podcast. Ouais. Une recommandation à nous faire, autre que boulot, investissement. Voilà, quelque chose qui t'a plu récemment. Qui m'a plu récemment, écoute, tu me prends un peu de cours. Si, un truc, une émission absolument passionnante qui est passée sur Arte il y a 2 jours, sur l'histoire de l'impôt. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non, ça, je vais me le faire en replay. Alors, regarde le replay, parce que vraiment, ça... Alors, les impôts, c'est pas passionnant, hein. Mais c'était surtout comment les sociétés ont façonné l'impôt et comment l'impôt a façonné aussi les sociétés, les ont fait évoluer, etc., avec tout ce que ça a pu apporter dans l'histoire, avec, par exemple, le traité de Versailles, qui était tellement dur pour les Allemands, qu'il portait en lui les germes de la Seconde Guerre mondiale, parce que les gouvernements allemands à l'époque ont tellement été obligés d'étrangler les Allemands par des impôts, des taxes de tous les côtés, que ça fait exploser l'économie, et puis voilà, ça a mis Hitler au pouvoir, etc., jusqu'à l'histoire de la CSG, des débuts de la CSG en France avec Rocard, la CRDS, 1%, je crois. La CRDS, c'était 1,1%. Ouais. 1,1, c'est pas ça. C'est vachement intéressant de revoir toute cette évolution. Donc avec la CRDS, on se rappelle, la CRDS, donc, qui était provisoire, hein. C'était provisoirement. Et on en revient au DPE, c'est pareil, le provisoire, je me demande, on est les spécialistes du provisoire qui dure, hein, donc, ça c'est clair. Donc c'est pas simplement, donc cette émission qui est passée il y a 2 jours sur Arte, c'est l'histoire de l'impôt, alors je me rappelle plus du titre précisément, mais c'est comment est-ce que l'impôt au travers le monde, avec plein d'exemples, etc., comment l'impôt a influé l'histoire et son influence sur l'histoire, sur le cours de l'histoire. L'évolution des sociétés. Tu parlais des sociétés, mais même les sociétés au niveau économique, je trouve l'impôt, c'est toujours, comme c'est une société, un business est abstrait, mais forcément, le politique, c'est plus facile d'augmenter l'impôt sur cette société qui, pour beaucoup de gens, est simplement une personne morale, donc avec qui on ne dîne pas par définition. Voilà, et en fait, nous, en tant qu'indépendants, on voit qu'on est sur un taux d'imposition qui est hallucinant. Qui est colossal. Hein. Qui est colossal. Et avec des sacrés micmacs, hein, parce qu'on parlait de la CSG tout à l'heure, quand effectivement on pourrait penser, moi j'ai connu des taux d'imposition à 56,8, hein, 56% quand même de taux d'imposition, taux marginal le plus élevé. Mais il n'y avait pas de CSG à l'époque. Oui. Mais aujourd'hui, si tu mets 45 plus CSG, plus 17,2, c'est beaucoup plus, hein. Mais on a l'impression de payer moins d'impôts. Alors qu'en fait, on a baissé les impôts d'un côté, augmenté la CSG. C'est quand même un sacré tour de passe-passe, hein. Donc ça, c'est quand même très, très fort. Ouais, après ça n'engage que moi, parce que je sais qu'on ne partage pas cet avis, mais souvent, comme je dis, sur les paradis fiscaux, c'est peut-être aussi qu'il y a des enfers fiscaux. Oui, ça, voilà, c'est clair. Faut trouver le juste milieu et que c'est facile de taper sur toujours l'entreprise, parce qu'au moins, l'entreprise, elle ne vote pas. Vu que les indépendants, on est quand même peu mobilisés, c'est pas nous qui allons politiquement... OK. Moi, Marocco, je le montre. Je suis désolé, je fais un entorse au règlement, parce que ça va être un peu boulot, mais j'ai reçu... de la bourse au Bitcoin de Richard Garnier, qui me l'a gentiment envoyé, avec qui j'échange sur Twitter, qui est très sympa. Allez le suivre, je crois que c'est Versus Trader, son pseudo sur Twitter. Et c'est un bouquin qui est pas mal, puisqu'il est à la fois accessible pour les débutants, mais il a des points techniques qui, nous, les gestionnaires, et ça, le Web3, on regarde un petit peu, mais on n'est pas des experts. Et c'est vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas à le commander.
Je pensais que, autre reco, je pensais que ta reco allait être sur un tailleur, comme tu es toujours très très bien habillé. Je me suis dit que tu allais peut-être nous donner des noms de tailleurs. Moi, c'est un podcast sur le vêtement où des gens connus dans leur milieu d'activité ou connus de manière, des acteurs, des gens comme ça, discutent de leur rapport aux vêtements. Ouais. Et c'est intéressant de voir l'éducation, voilà, les parents, comment. Et ça s'appelle L'Habitude, jeu de mots, et c'est Marc Boger de Quotidien qui le fait. Oui, voilà. Boger, qui est aussi du magazine L'Étiquette. Et voilà, donc c'était ma reco. Si on veut échanger avec toi, on te retrouve, tous les mardis, c'est ça? Oui, je fais une chronique sur BFM Business dans l'émission Intégral Placement le matin, donc 1 ou 2 fois par mois, ça dépend un peu de l'actualité. J'ai une émission également sur Radio Imo, qui s'appelle La Maison de l'Investisseur, donc aussi 1 fois par mois. Et puis sur le site internet aussi, La Maison de l'Investisseur, où on balance des actus quand même assez régulièrement. Et voilà, on est en train de refaire complètement notre site. Il sera complètement nouveau. Là. Le nouveau va sortir d'ici 15 jours, 3 semaines. Et il y aura une place beaucoup plus importante à l'information, avec des newsletters plus régulières, etc., sur les évolutions de ce qui est intéressant à faire. C'est compliqué. Moi, j'hésite à lancer une newsletter, mais le problème, c'est la régularité. C'est assez chronophage. LinkedIn aussi, on peut t'ajouter. Bien sûr, ajoutez-moi avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Et notre chaîne YouTube aussi, on a une chaîne YouTube qui fonctionne assez bien, La Maison de l'Investisseur. Voilà, où tu as des thèmes chaque fois. C'est des vidéos de combien de temps en général? Ça dépend. Je reprends déjà les chroniques, les émissions Radio Imo et BFM Business, et puis régulièrement aussi sur les thèmes d'actualité, des petites interventions, des petits mémos, etc. sur la chaîne. Voilà, quand il y a de l'actu aussi, des fois on fait des petites émissions où on a des invités ou autres, etc. Donc voilà, c'est intéressant. Ok, mais avec grand plaisir pour regarder. Quant à moi, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Et surtout, n'hésitez pas à partager, tu sais, vu que tu es toi aussi youtubeur, de vous abonner à la chaîne, d'en parler à vos amis. C'est comme ça qu'on relaie et qu'on a de la visibilité. C'est hyper important. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et on va essayer de produire un peu plus d'épisodes pour avoir une meilleure régularité. Bonne soirée, au revoir.